Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver lundi matin. Donc, on va faire tour d'horizon swing. On a pas mal de choses à dire. Évidemment, vous vous doutez pourquoi. Donc, la tempête que Trump a initiée. Alors, j'ai essayé de lire un peu ce matin, du coup, pas pour des stratégies de trading, mais juste pour essayer de voir un peu l'ambiance des paplards que vont lire nos chers collègues Golden Boy cet après-midi, enfin eux du coup ce matin, enfin à leur matin en se réveillant, avant d'aller travailler, pour savoir un peu dans quel état d'esprit ils vont se trouver. On va parler de tout ça après. On regarde d'abord le calendrier économique, pas grand-chose si ce n'est, bon pour moi, un gros truc, German GDP. Donc ça, je pense que celui-là, on l'attend toujours négatif. Et même chose pour les États-Unis. Donc, sur les États-Unis, c'est là où ça peut très salement surprendre. Je vous ai dit, eux, ils tiennent à un cheveu parce qu'ils sont dans leur fiction statistique où les soft data indiquent des choses pas très bonnes, hein, les ventes de logements neufs, les constructions, bref, tout ça c'est pas bon du tout, mais vraiment pas bon, et c'est souvent annonciateur donc des renversements de ce qu'on appelle les hard data, c'est-à-dire les mesures réelles, enfin les mesures très en lien avec la production de richesse et la production donc du GDP. Par exemple, CPI, des trucs comme ça. Tous ces machins-là ne sont pas encore retournés. Tout simplement parce que ces trucs-là se retournent en même temps que la croissance. Donc il faut bien être conscient, encore une fois, que si vous attendez que ces chiffres se retournent pour avoir une baisse de marché, ça m'étonnerait que ce soit le cas. On aura probablement la baisse de marché avant et les chiffres qui viendront confirmer cette baisse. Évidemment, tant que ça tient et qu'on injecte de l'argent, du soutien monétaire, on essaye de se dire c'est pas si mal, ça peut peut-être ne jamais se retourner. C'est ce qu'on attend. Mais encore une fois, là pareil, c'est là où se trouve le switch. Le jour où la croissance américaine, elle ressort officiellement, euh, oui, quarter on quarter, je sais pas, en dessous d'un 5, c'est tout de suite la merde, hein. Voilà, là c'est vraiment la grosse mémerde et vous verrez tout de suite le reste se casser la gueule immédiatement. Bref, donc c'est ce qu'on va surveiller pour ma part cette semaine. Il n'y a que ça d'intéressant, le reste ne sert pas franchement à grand chose. Alors la confiance des consommateurs, si jamais elle s'effondre, peut-être, mais c'est les chiffres du mois d'août, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, donc on verra. Peut-être que par contre les chiffres de septembre sur risque d'être un peu plus punchy. Là où effectivement on verra si les gens commencent à se dire Trump fait n'importe quoi, il va nous foutre dans la merde. Pour l'instant, rien de tout ça, on reste tranquille et on va parler des rebonds indiciels en cours. Puisque donc évidemment hier soir j'ai hésité à prendre un profit, je me suis dit bon non, ça justifie même pas une prise de profit ici. En fait j'ai voulu faire de la gestion du risque, je vais vous l'expliquer sur les graphiques. Euh, Bon, allez, on va faire les cryptos d'abord. Donc, les cryptos, la clôture est faite. Je vous ai fait, j'ai pré-mâché l'émission hier, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'hier soir, je vous ai fait un truc dans TradingView. Je pense que vous l'avez vu. Donc, je ne vais pas faire une redite. Pour l'instant, on est plutôt parti dans le scénario où je vous dis, donc ça clôture plus ou moins à l'équilibre et on essaie de revenir chercher la partie haute du chandelier. Alors attention, c'est un mouvement plutôt hésitant, il y a juste une bougie. Elle franchit bien la résistance, elle clôture en haut. Elle oriente les ranges en horaire à la hausse. Ça me plaît bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que la bataille est gagnée, ça veut juste dire qu'on a très forte chance de revenir rallier la zone des 11005 et plutôt favoriser la structure du triangle. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que ça semblerait suggérer. Voilà. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, clairement pas. Si on retourne chercher les supports, voilà. Hein. Mais bon, voilà. Ici, pour l'instant, détection de breakout. Mais alors, il n'y a clairement pas de breakout en cours. Hein. On voit bien là, il n'y a rien du tout qui pourrait s'y apprêter. Donc, pour l'instant, patience. Tant que le momentum, le pseudo-momentum haussier tient, c'est pas trop mal. Et je maintiens donc les trades précédents. Hein, donc, toujours pareil, ces zones-là en soutien. La même chose sur le Ripple et donc le petit Iota qui vient de débarquer dans la fournée. Donc j'attends de voir un peu tout le monde. Donc Iota c'est bien, il m'a tenu son support ici. Il commence effectivement à construire sa petite rampe tout doucement, hein, voilà. C'est encore très mou, hein, mais ici, vous voyez qu'on a quand même réussi à clôturer. On est revenu clôturer en sauvetage dans le contexte, et effectivement, on arrache un peu derrière, c'est pas mal. Hein, voilà. Donc, de toute façon, dans ces contextes-là, il faut continuer d'arracher systématiquement les contextes jusqu'au moment où, effectivement, la fusée décolle. Le FOMO, blablabla, vous connaissez le truc. Je ne vais pas me répéter. Voilà, donc pour les cryptos, pour moi toujours un biais légèrement positif, avec une exposition très faible. Si ça rechute, ça ne me coûtera pas grand-chose, voire rien du tout. Mais je préfère quand même prendre des petites positions. What else? Allez, crypto, c'est fini. On part sur les big markets. Alors, donc hier soir, moi, j'ai retrouvé les marchés à peu près par là.
je me suis posé la question de dire, bon, est-ce que j'agis pas? Donc là, normalement, ces targets-là, je vous les avais recodés, hein, c'est-à-dire qu'avant, elles étaient au double. Là, je les avais remises à la moitié parce que je m'étais rendu compte que cette pattern, elle fonctionnait. Pas à 100% des cas, hein. Vous voyez, par exemple, ici, cette pattern-là, elle a servi à rien du tout, hein, mais voilà. Souvent, sur ces niveaux-là, on vient tester et on rebondit un peu. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc je me suis posé la question de me dire hier, je sais pas, est-ce que je fais quelque chose sur cette target de break? Oui, non, on est dans la zone bleue, blablabla, on est dans les contextes. Bref, ça pourrait rebondir un peu ici. Donc en gros, est-ce que je sors un petit 20% pour les refoutre sous résistance? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et j'en suis arrivé à une seule conclusion, il n'y a pas de signaux. Voilà, à ce moment-là, hier soir, le momentum était en arrachage purement baissier. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. Je ne vois pas pourquoi je prendrais le risque d'aller dormir et de me réveiller là demain matin en ayant comme un con pris 20% ici. Bon, donc je me suis dit, je fais rien et on verra bien demain matin où on en est. Donc évidemment, que s'est-il passé? Ça remonte. Alors pourtant, le Nikkei, lui, clôture bien bas et tout en bas, hein, eux n'ont rien remonté du tout. Donc bon, je comprends pas trop ce mouvement de repli. Alors je sais bien, je pense que c'est une opportunité pour renforcer, ça c'est clair. Maintenant il va falloir trouver des contextes dans lesquels ça peut se faire. Alors en intraday évidemment, j'essaierai de vous faire le suivi sur Discord. Je pense que ça se mettra en place à la réouverture américaine, hein. Je pense que tout simplement on va essayer de faire entre guillemets l'arrachage baissier pendant la nuit, le gap baissier, la reprise haussière, la neutralité, et je pense qu'on va réouvrir grosso merdo sur les prix sur lesquels on a clôturé vendredi pour directement rattaquer à la baisse. Autrement dit, le futur fait une consolidation et tout le monde reprendra le mouvement en cours derrière. Donc pour l'instant, 15 minutes, ça me semble être le time frame à exploiter. Le cluster, c'est probablement dans le canal de tendance ici. On voit bien ici, hein, le gros breakout. Donc là, tout ce qu'on fait ici, c'est du pullback. Normalement, les Fibos ici sont à shorter. On est sur le Fibo 50 dans le contexte, suracheté. Bref, il y a tout ce qu'il faut, sauf le cycle. Donc attention, moi c'est pour ça que j'attends encore un peu. Je pense que ce cycle va maturer pile poil pour la réouverture américaine. C'est là où pour ma part il faudra acheter. Donc pas de précipitation ce matin. On est dans les contextes, on est sur les Fibos. Oui, ça pourrait donner envie d'appuyer. Mais encore une fois, rappelez-vous que la stratégie, elle combine trois informations. Une information technique de filtrage de prix, canaux, bande de Bollinger. Vous choisissez ce que vous voulez, je m'en fous. Juste filtrez vos prix et arrivez à contextualiser vos marchés. Derrière, on utilise des structures de momentum favorables avec différents niveaux de risque et surtout une cyclicité. Si vous oubliez Sine Wave et que vous dites bon, non, Sine Wave c'est bien, ça sert pour les breakouts, mais c'est tout. Non, Sine Wave ça sert aussi à dire là, si tu commences à rentrer vendeur ici, soit c'est parce que tu anticipes un breakout baissier. Ouais, soit. Je pense qu'il y a beaucoup de chances que ça arrive, effectivement, mais c'est aussi beaucoup plus sain et serein ici de se dire c'est un peu risqué là d'attaquer simplement comme ça avec un marché qui essaye de monter. C'est-à-dire, là, le marché est suracheté. Bon, normalement, dans une tendance baissière, le surachat égale un sommet, hein. Mais moi, j'ai pas envie d'être ultra agressif ce matin. Je serais plutôt en patience, voilà, de dire je laisse passer toute la session européenne et je reprends juste avant l'ouverture américaine des mouvements vendeurs. Pour la raison très simple, hein, regardez, n'oubliez toujours pas que si vous faites de l'intraday, suivez toujours votre marché cash. Voilà. Le marché cash, il est mal barré, hein. Évidemment qu'on va aller casser les supports. Il y a très peu de chances que ça n'arrive pas. Donc pour l'instant, n'anticipez pas non plus. Voilà, rappelez-vous que là, par exemple, si vous regardez la dernière fois qu'on avait fait une structure, en tout cas assez similaire, il y avait eu quand même un rebond, c'est-à-dire que ça avait rebondi près de 50% à l'époque, avant, derrière d'enfoncer, retenter encore une fois le sauvetage et la capitulation. Donc, c'est typiquement, moi, c'est le même schéma que je vais appliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne serais pas surpris que Wall Street réouvre vers les 28,48, essaie de remonter à 28,80 et évidemment se pète la gueule. Bon, ben voilà, si vous regardez, c'est exactement ce que le futur nous a préparé. C'est-à-dire que le futur a réussi à monter jusqu'à 28,80, on va probablement réouvrir vers les 28,50, on va essayer de rechasser le sommet futur ou d'y ouvrir et on va vendre probablement sur ces zones. Donc moi je vais appliquer bêtement cette stratégie. En intraday, oui je veux renforcer, il n'y a aucun doute là-dessus, pas n'importe comment, je le ferai sous signaux et compagnie. Bref, j'appliquerai la stratégie en intraday, probablement sur des contextes 15 minutes. Je vous donnerai tout ça dans le Discord si j'ai le temps, mais normalement il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et je vous invite encore une fois à tendre un peu plus vers l'autonomie plutôt que de vous dire super, Phil va nous donner des signaux donc je me la branle. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'idéologie que j'ai essayé de mettre derrière le partage de mes signaux dans Discord. C'est plus pour pousser un peu les débutants à mettre la main à la pâte plutôt que de donner des trades faciles, gratuits où il n'y a rien à faire, quoi.
Toujours, je vous donne pas tous mes trades encore une fois. Je vous donne ceux qui, pour moi, respectent pleinement la stratégie ou apportent un peu de lecture psychologique. Bref, j'essaie de donner des trucs où vous allez apprendre des choses. Si je vous donnais tous les trades, franchement, je vois pas l'intérêt. Ça s'appelle vendre des signaux, ça, et c'est clairement pas la marque de fabrique de la maison. Euh, Bref, voilà. Donc pour les indices, j'attends tout simplement que ça se stabilise au niveau des replis. Le VIX, clairement toujours orienté à la hausse. Il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas s'enfoncer vers les au moins 27,30 dans les prochains jours. Donc voilà. Et donc pour vous résumer un peu donc, le sentiment de ce que vont retrouver nos amis traders américains cet après-midi sur le papier. Donc, juste pour la petite histoire, parce que Trump est quand même très rigolo comme personnage, c'est un peu caricatural, oui, certes, mais c'est surtout, c'est la tragicomie par excellence. Euh, donc, voilà. Trump nous disait donc, avant le G7, j'ai des second thoughts, j'ai des, pas des remords, parce que si, ça pourrait se traduire en remords, voilà, des doutes. Voilà. J'ai des doutes par rapport à ce que j'ai fait, par rapport aux tarifs. Donc il commence à tweeter ce genre, enfin il commence à dire ce genre de conneries. Et puis en fait derrière, vous apprenez qu'il dit à ses conseillers, le seul doute que j'ai, c'est de ne pas avoir monté suffisamment les tarifs. Bon, donc en gros, rassurez-vous, la guerre commerciale n'est pas prête de s'arrêter de toute façon. C'est vraiment, vraiment, malheureusement, comme je vous dis, le problème, c'est que c'est comme toutes les guerres. C'est très facile à commencer, à sortir les gros bras, à faire le malin, sauf que derrière, regardez combien de temps se sont enlisés les Américains en Irak, pour dire que ça ne s'est jamais réellement fini, cette guerre aussi non plus. Enfin, non plus. Donc bon, elle s'est finie dans la tête des gens par le jour où ils ont réussi à péter Ben Laden, mais franchement, c'est de dire, réellement parlant, je pense que, voilà, un soldat américain vous dira qu'ils sont encore là-bas, quoi qu'il arrive, et que voilà. Bon, donc c'est jamais fini ces conneries. Et là, j'ai pas l'impression qu'avec la Chine, ce soit parti pour se finir. Toujours pour la même raison. La Chine a joué la docilité pendant un moment. Parce qu'elle a une bonne main tout simplement et qu'elle n'avait pas de raison nécessairement d'abattre ses cartes. Maintenant, l'autre Gugus en face qui montait les enchères à chaque fois, au bout d'un moment, la Chine commence à passer à l'offensive et c'est tout à fait normal, c'est elle qui a l'avantage. Donc au bout d'un moment, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds pendant 100 ans. Donc, voilà, moi j'ai fait mon choix, de toute façon. Je pense encore une fois que la réalité ne sera ni américaine ni chinoise, elle sera toujours bipolaire. Mais c'est-à-dire c'est pas un empire qui va effondrer l'autre, ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est très peu de probabilité de se passer. Mais bon, voilà, là il y a une hégémonie américaine face à une dominance réelle chinoise. Donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a une dominance politique alors que d'un côté il y a une dominance économique. Donc la dominance politique américaine, pour moi, elle va tomber, c'est ce que je l'ai dit. Donc on va probablement passer par une phase un peu chaotique aux États-Unis, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être à genoux, à terre, et que voilà, encore une fois, les États-Unis, c'est quand même Google, Apple, des grosses boîtes comme ça. Si vous pensez qu'on peut tuer un pays juste parce que, voilà, non, ils vont payer un peu les conséquences de leur velléité agressive sur la scène commerciale, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont perdre des marchés, probablement au profit des Américains, et surtout sur le sol européen. J'ai toujours dit, les Américains inventent, les Chinois produisent, les Européens légifèrent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça... Bon, en tout cas, pour l'instant, le nouvel ordre mondial fonctionne comme ça. Donc le principe est de dire c'est nous qui choisissons. Et effectivement, nous, comme nos amis américains commencent à être sévèrement emmerdants, il est normal qu'on se tourne vers la Chine. Chine qui, elle, évidemment, nous ouvre grand les bras et ses grands milliards à grands coûts de construction, donc de la nouvelle route de la soie, tout ça, tout ça. Bref, il y a des choses concrètes qui sont faites. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que quoi qu'il arrive, les Américains parlent, les Chinois agissent. Et c'est ça qui fait que, pour ma part, le choix s'oriente pour l'instant vers patience. C'est pas encore mature pour sortir l'argent et investir en Chine, mais il est clair et net que c'est là-bas que j'irai mettre plus d'argent sur le prochain cycle économique. J'achèterai évidemment des États-Unis aussi, mais pas n'importe comment et pas n'importe quelle boîte. Voilà, aux États-Unis, je vous expliquerai tout ça pour le swing quand on y sera. Pour l'instant, il faut que les États-Unis chutent. Quand ça chutera, on verra un peu où se situe le malaise, parce que j'ai besoin de cette information pour savoir ce que je vais acheter. Voilà, pour être simple. Pour l'instant, je pense qu'il y a des valeurs à faible risque où on peut acheter à buy and hold, type General Electric, c'est des trucs comme ça. Et vous voyez que pour l'instant, ça ne se passe pas encore super bien. Mais ce genre de utilities, quoi qu'il arrive, dès que les prix baissent, normalement elles sont recherchées. Donc voilà, c'est des valeurs où je ne devrais pas trop me faire démonter, même si ça devait ne pas respecter le scénario. C'est un peu les seuls trucs que je vois à l'achat, pour être honnête.
voilà, à part acheter de l'utilities aux États-Unis, là pour l'instant, pas l'impression qu'il y a grand-chose qui soit acheté avant que les soldes arrivent. Bref, voilà, donc le VIX normalement toujours à la hausse, le gold va chercher ses TP, on y arrive tout doucement, je pense qu'au courant de la semaine ça va se faire. Pour l'instant, pas la moindre alerte sur le momentum, c'est donc ce qui m'inquiète un peu, mais normalement on vient chercher ici des extensions. Je vous mets le schéma classique. Vous voyez que ça pousse toujours, hein, donc dans les vagues motives, normalement en 5 impulsions, 1, 2, 3, 4, je pense qu'on fait la 5. Normalement, on restera divergent, à savoir, on va continuer à taper là-dedans, mais il reste un petit push, et après, normalement, sortie baissière du triangle ici, pour rentrer dans une phase de conso. Est-ce que la conso va nous former un support à 1500 $? C'est très probable. Hein. Faites attention à ne pas vous dire ah ouais, c'est pas grave, ici on va se retourner et on va retourner à 1360. Non, c'est quand même. Alors c'est possible, mais pour moi ça reste très peu probable. Faut vous dire un truc là, on va clôturer le mois, donc c'est-à-dire cette boîte de contexte là, d'accord? On va la clôturer tout en haut très probablement. Donc clôturer tout en haut veut dire qu'ici on va avoir au mieux un retracement et voilà, on risque de rester ici je pense un mois ou deux, peut-être un peu plus, je ne saurais pas dire, mais voilà, derrière je pense que de toute façon ça sent la conso à plat, hein. Donc ici on a fait le biseau, donc de toute façon ce ne sera pas un biseau, la structure de consolidation, la prochaine ne sera pas un biseau, ok. Ici moi je pense, je ne veux pas m'avancer, hein, mais je sens déjà venir le triangle, voilà. Bon, ça pue le triangle et l'impulsion haussière derrière, la finale, hein, celle qui ici soit complètement parabole, hein, ça part complètement en quéquette, soit tout simplement ici on fait le petit excès, on tape un peu du 1640 et compagnie et ça retombe. Voilà. Ok, donc moi c'est le schéma pour l'instant. Attention, il faut aussi que cette vague se termine. Hein. Pour l'instant, ça, si ça repart et qu'on enfonce et qu'on enfume toutes les résistances, encore une fois, le gold, c'est des profits partiels quoi qu'il arrive. Ici, il n'est pas question d'arrêter le scénario, juste question de dire c'est ultra bull, les breakouts viennent tout juste d'être réalisés, tant que ça ne diverge pas, on ne s'arrête pas. D'accord? Donc là, j'ai pas l'impression qu'on soit parti pour des divergences, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on en fume comme il faut et que éventuellement par là, on va commencer à former des petites divergences. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, effectivement, il faudra se calmer. Mais moi, je pense qu'ici, comme je vous dis, on va former un triangle sur le momentum, qui n'est donc pas une divergence. Je pense qu'on va en sortir par le bas, pousser un peu plus haut. Vous voyez, en gros, ici, tac, le fameux triangle, on en sort par le haut, et c'est là, je pense, qu'on sera divergent. Qu'on formera un sommet divergent et qu'on viendra, voilà. Et après, éventuellement, une nouvelle poussée. Ok, un peu le schéma. Donc je pense qu'on va mourir vers la zone des 1500 $ pendant un bon moment, mais que si vous voulez gérer le risque, pour ma part, ça se fera un peu plus haut. C'est-à-dire ici, c'est là où je prendrai 2 TP. Un ici, peut-être un de plus ici, et là, j'essaierai de recharger la mule. Voilà, pour de la gestion du risque. En tout cas, c'est pour l'instant le schéma que je prends en faveur. Je regarde Silver, est-ce qu'on est sur le même délire? Silver, voilà. Donc Target Daily, on y arrive. Je pense que ça peut pousser encore. Hein. Donc je dis, je ne suis pas super chaud, c'est juste suracheté et il n'y a pas de raison que ça ne surachète pas encore plus pour franchir les résistances. Donc voilà, à voir. Le WTI, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je ne sais pas. Moi honnêtement, j'en ai aucune idée. Je préfère ne pas toucher comme je vous l'ai dit. L'eurodoll, bah, on attend sagement la clôture de cette semaine, hein, donc, puisque chaque semaine va son nouveau lot de péripéties sur l'eurodoll. Donc là, pour l'instant, on a enfin des creux et sommets ascendants, des creux ascendants. On va voir si on arrive à faire des sommets ascendants. Ce serait miraculeux. Le GBP USD, ça montre une belle grosse structure de bottom. On va voir si elle tient. Toujours beaucoup de prudence pour l'instant, pour moi, sur ces valeurs-là. L'USD Yen, je pense que quoi qu'il arrive, on se dirige de toute façon vers la cassure des supports annuels. Ça a été fait pendant la nuit, mais on va aller beaucoup plus bas que ça. En gros, là, on a fait la petite piercing, mais je pense qu'on va y aller. Donc, pour l'instant, hein, l'hésitation, okay, on y va à tâtons, on y va tout doux. Mais je pense que c'est... Alors, attention quand même à ce qu'ici, on n'est pas un excès final. Si on a excès final, le yen va retracer, et là, vous avez plutôt intérêt à ne pas être trop exposé. Donc, moi, encore une fois, je ne vois pas de raison pour lesquelles Wall Street n'accélérerait pas. Donc, j'ai plutôt l'impression que ce matin, c'est des
pullback et qu'on va effectivement s'attaquer au gros niveau. Maintenant, attention, hein, je vous l'ai dit, l'administration américaine regarde clairement les marchés, ça tout le monde l'a bien compris, et qu'ils ont une politique qui dépend intégralement du prix de marché. Autrement dit, quand ils veulent faire remonter, ils font tout pour être gentils, et quand ils pensent qu'ils peuvent taper un peu, ils tapent. Sauf que je vous dis, ils jouent un jeu très très dangereux qui s'assimile à la capacité de contrôler les marchés. Hein, vous savez ce que j'en pense d'essayer de contrôler les marchés. Ça traduit encore une fois une bien grosse méconnaissance du fonctionnement des marchés financiers, mais bien évidemment toujours les mêmes psychologies derrière, à savoir les psychologies des commerciaux habituels, qui tout simplement pensent qu'ils sont capables de tout vendre à n'importe qui et qui ne comprennent rien du tout à ce que j'appelle donc la gestion du risque. Eux, ils sont là pour prendre des risques. Quand je prends des risques, je réussis et je suis fort et je suis machin et j'ai un ego surdimensionné. Et évidemment, ces gens-là sont tout sauf des traders. Donc, il faut bien comprendre que, alors, ils sont peut-être traders 2-3 ans dans leur vie, comme je vous dis, mais dans ce cas-là, c'est Golden Boys. Ils sont là pour faire des millions, et puis après, évidemment, ils font casquer le risque qu'ils ont pris à ceux qui leur ont confié l'argent. Donc ça, évidemment, pour moi, c'est pas un trader, hein, donc c'est pas un gestionnaire de risque. Ça s'appelle un trader pendant 2-3 ans avant de ruiner les investisseurs et puis d'aller faire autre chose de leur vie. Pour moi, le trader, c'est le mec qui fait ça pendant 15-20 ans et qui ne ruine jamais un de ses clients, qui, voilà, bref, un producteur de richesse. Donc là, on est vraiment dans des psychologies, encore une fois, totalement différentes, pas de gestion du risque, toujours axé sur les biais que j'essaie de vous faire travailler pour le contrôle. Donc comme je vous dis, quand ces gens-là pensent qu'ils peuvent naïvement contrôler le marché, il n'y a qu'à regarder l'histoire, nom de Dieu. À chaque fois que qui que ce soit, même une entité surpuissante, comme je vous dis, à l'époque quand même, la Plunge Protection Team, c'était quand même de dire, putain, on fait tout pour y arriver, quoi. Les market makers, la Fed, voilà, bref, en gros, on prend tous les décideurs, on se met autour d'une table et on essaie de contrôler le marché. Ben, ça s'est pété la gueule, voilà, il faut bien dire la réalité. Toutes ces tentatives de contrôle d'un marché financier ont toujours fini par une énorme volatilité. Donc, si on n'apprend pas des leçons et qu'on se dit à chaque fois qu'on va pouvoir réussir la fois suivante, bon voilà, moi je vous dis encore une fois, ça relève bien ici d'une grosse naïveté de la part de l'administration américaine qui se dit c'est super, quand Trump tweet, il fait bouger les marchés, donc on peut contrôler les marchés. Voilà, bon c'est bien, allez-y, jouez les gars. Moi je sais comment ça finit et évidemment je préférerais récupérer votre argent. Donc patience, hein, mais évidemment on est sur des schémas ici qui ne seront bien... un jour ça va mal se passer. Voilà. On a eu un aperçu de comment ça commence à mal se passer vendredi. On va voir si ça poursuit dans ces optiques-là. Moi j'attends toujours de dire, voilà, aujourd'hui l'unipolarité n'existe plus. Vous l'avez bien compris, la Chine rentre dans le jeu. Et la Chine a pour volonté de faire tomber les États-Unis. On l'a bien compris, il n'y a qu'à voir le timing de l'intervention de vendredi. Quand on vous dit que c'est penser dans le côté administration américaine que tout est schématisé, tout est logique, tout est machin, ils pensent qu'ils peuvent prévoir ce qui va se passer. Ils pensent qu'ils ont du contrôle sur ce qui se passe. Parce qu'ils ont essayé une fois, deux fois, trois fois, ça marche. Putain, c'est génial, on va continuer. Donc évidemment, qu'ils continuent, c'est logique, mais c'est un biais humain et un biais stupide, encore une fois, de penser que vous pouvez contrôler. C'est la meilleure façon, justement, de perdre le contrôle après. Bref, les Chinois commencent à jouer à ce jeu également, et c'est ce qui va foutre la partie en l'air. Parce que tant que les Américains sont seuls à essayer de jouer ce jeu, tout va bien, ils maîtrisent les timings. Mais quand la partie adverse se met à jouer le même jeu que vous, comment vous pouvez maîtriser ce qui va se passer en face? Il y a forcément un moment où ça ne va pas se passer comme prévu. Soit vous aviez prévu que, alors vous allez faire tomber les marchés un peu ce jour-là avec une mauvaise nouvelle, puis 2 jours après, on envoie tel speaker de la Fed, et puis derrière, Trump va dire, bon, je ne mettrai pas de tarifs, et on remonte tout le merdier. Oui, c'est bien, voilà, ça c'était bien quand la Chine était silencieuse. Maintenant, la Chine commence à l'ouvrir, et il faut bien être conscient que quand ils vont essayer de donner une bonne chose à les États-Unis, vous allez avoir la Chine qui va dire non, 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 nous on va faire ceci, ou nous on va faire cela, ou nous on bloque telle boîte américaine, et ils savent très bien où appuyer. Comme je vous l'ai dit, la différence, c'est que Trump a déjà sorti la moitié de ses armes, voire les 3/4, voire peut-être même la totalité. Puisque derrière, les seules armes qu'il peut utiliser sont celles qui pèsent sur le consommateur américain. Donc en réalité, il y a une limite à son jeu, à Trump. Sur les Chinois, ils viennent à peine de commencer là. Donc voilà, hein, il reste encore tous les T-bonds, il reste toutes les réserves. Enfin bon, les réserves de change ont quand même bien été épuisées. Enfin, on pense, il en reste encore, je pense, mais voilà. Donc, il faut savoir que pour l'instant, la Chine, elle a encore beaucoup, beaucoup d'armes.
Donc moi c'est ça qui me fait peur, c'est que c'est là où ça peut muscler un peu le jeu ou tout simplement foutre en l'air les jolies manipulations, une tentative de manipulation des États-Unis. Donc surveillez ça. Malheureusement parlant, c'est très très imprudent de jouer dans ces marchés qui sont donc drivés par des news et des choses sur lesquelles évidemment personne n'a le contrôle, mais encore moins vous, puisque vous maîtrisez absolument pas le timing de sortie des news, des machins, des bidules. En gros, vous êtes le dindon de la farce, c'est-à-dire celui qui sert à la transmission de l'arme monétaire et de la bataille monétaire que se jouent ces deux pays. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils se jouent de nous, et nous servons à faire bouger les prix de marché pour, en gros, définir la taille de l'explosion. En gros, on envoie des missiles, on ne sait pas trop s'ils vont exploser, et la taille de l'explosion dépend de la réaction du marché. Voilà, pour schématiser un peu le truc. Tout ça sous fond de guerre d'information, évidemment. Bon, c'est la guerre, hein, on est bien d'accord, c'est la guerre, mais elle ne porte pas la forme qu'on connaissait à l'époque. Comme je vous dis, on ne sort pas les baïonnettes et on ne va pas s'étriper, quoi. Mais c'est tout aussi gravissime, entre guillemets, sur le plan géopolitique, ce qui se passe quand deux puissances comme ça s'affrontent. Elles s'affrontent sur les jeux économiques, et on a plutôt intérêt à espérer que ça ne vire pas sur le militaire derrière. Mais bref, voilà. L'AUD-NZD, cette semaine, pour parler peu, mais parler bien, évidemment, je n'oublie pas ce qui s'est passé la semaine dernière, je n'oublie donc pas qu'une prise de profit doit être réalisée sur les différentes résistances. Donc je pense que là, dès qu'on déborde le contexte, ou qu'on vient chercher en tout cas un débordement de contexte, proche du canal de tendance ici, à mon avis, prise de profit à réaliser sur AUD-NZD, le temps de lui laisser gentiment éventuellement installer un range. Mais là, pour ma part, je pense que, voilà, il faut... J'ai hésité à faire mes TP ici, je pense qu'ici j'ai une deuxième opportunité de le faire, qui va arriver, probablement sur peut-être du exit, c'est-à-dire comme il y a déjà eu TP, je pense qu'ici ça risque de sortir du exit. Donc voilà, pour ma part, je ne vais pas prendre plus non plus que voilà, hein, j'ai des objectifs beaucoup plus loin sur les scénarios ici, mais évidemment les renforts qui ont été pris sur cette zone de prix, je vais probablement donc sortir, allez grosso merdo 25% je pense de la taille de position globale, pas plus, je pense que ça nécessite pas plus que ça. Mais voilà, ici une petite gestion du risque parce qu'il est possible qu'on s'installe pendant quelques semaines dans cette zone. Voilà, s'installer ici, dans les contextes résistants. Voilà. Donc on arrive sur des zones où ça peut bloquer. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on reverse ici. On a déjà pété des targets de range. Voilà, pour moi, il n'y a plus de range. On est bien d'accord. Je pense qu'ici, sans grande peine, on va commencer à installer un mouvement haussier. Mais attention, encore une fois, avant que le mouvement émerge et que la tendance soit là, visible, et que tout le monde soit à l'achat, il se passera encore des prémices d'hésitation. Et donc je pense, attention à la UDNZD, n'oubliez pas quand même de récupérer, en tout cas de sécuriser les trades. Voilà, vous faites une sécurisation comme vous voulez, peu importe l'action que vous allez réaliser en fonction de vos différents profils de risque. Moi personnellement, je vous dis probablement ici adopter une posture modérée, à savoir probablement à 25% de TP, plutôt pour réinvestir derrière, réduire le risque, parce que j'ai quand même un gros levier sur la UDNZD. Donc ayant été très agressif jusque-là, je vais reprendre un profil légèrement plus modéré. Évidemment, si on démonte tout à la hausse, je n'hésiterai pas à remettre. Mais pour l'instant, voilà, des doutes commencent à émerger. Pas des doutes. Voilà, je pense qu'une gestion du risque est saine pour répondre plus simplement à vos questions. Maintenant, voilà, si on arrive ici et que je vous dis ça envoie une grosse news et on pète tout, parce qu'il y a de la news quand même cette semaine. Bon, c'est pas non plus, c'est pas de la grosse news, mais si jamais ça crée un décalage assez fort, je dis ce genre d'accélération là, c'est tout à fait possible qu'en fait on n'en soit que là. C'est-à-dire on remonte, on est là et bam, ils vont envoyer une grosse pichenette. Et là, évidemment, ma prise de profit ici, c'est un manque à gagner. On est bien d'accord là-dessus. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je pense que cette zone, on l'attaque de manière intéressante. Est-ce qu'il est nécessaire pour ma part de maintenir le full levier que j'ai ? Non, je pense pas. Voilà. Donc je réduis un tout petit peu mon exposition. Je resterai en levier, ça c'est clair, et je reste à l'achat, la question ne se pose même pas. Le dollar, voilà, donc pour moi c'est juste waouh, qu'est-ce qu'on fait encore une fois là, je comprends pas trop, c'est toujours pareil, c'est de dire oh, mon Dieu, ce qui s'est passé la semaine dernière c'était vraiment excessif. Non, c'était juste normal, le momentum est baissier et il y a toutes les raisons que ça continue. Donc une petite mèche pour sauver un peu tout le monde,
pourquoi pas. Normalement, poursuite et cassure du canal de tendance à venir, et normalement, j'aimerais bien qu'on casse le contexte cette fois également. Donc j'attends sagement, encore une fois, que le cycle baissier ici se mette en place, nous ramène vers les supports, et puis qu'on aille casser ensuite ces supports. Il y a encore 2 vagues à faire, hein. Normalement c'est hop, hop, d'accord. Ici on installe le momentum bear, on casse le, vous voyez le cycle, cycle sine wave normalement doit tirer en bas, rester en bas et remonter un peu et être cassé, d'accord. C'est-à-dire normalement, voilà, ici on remonte, mais pas suffisamment, et on vient casser le cycle acheteur. Donc normalement c'est ça que je vise en termes d'action de prix. Et très probablement, comme je vous dis ici, une tentative d'overlap vers ces zones-là. Donc il n'est pas impossible qu'on remonte vers les 97. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va taper 95, une gestion du risque, et on revend, et on tape la tendance derrière. Pour l'instant, donc voilà, attention, ce n'est pas encore tout à fait ultra gigabear, mais je pense sans grande peine que normalement on devrait retrouver des ventes sur le dollar en ce début de semaine. Sauf si évidemment l'administration américaine tente de sauver la mule, et évidemment, je vous dis, parce que maintenant l'équation est triple, que la Chine ne renvoie pas de nouvelles informations baissières. Ok ? Donc soyez prudents, mais pour ma part, je pense qu'il faut commencer à muscler le jeu, à savoir prendre un biais directionnel. Je pense que ce qui commence à se dérouler, beaucoup pensent que tout va être sauvé, encore une fois, by the dip, la grande classique. Autrement dit, si tu adoptes une posture agressivement baissière, tu vas forcément te faire baiser. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le moment où il faut y aller un petit peu, avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être là à dire hey, super, je vends tous les rebonds avec un gros levier. Mais est-ce qu'il faut vendre les rebonds? Je pense que oui, en fait. Je pense qu'il est temps tout simplement de dire la musique ne marche plus. Il faut clairement chercher à sortir sur les résistances. Et tout simplement, bah voilà, pour moi, là, le schéma récessif se met déjà en place. Il manque toujours un élément pour ça. Ah ben voilà, là on y est. Sine wave est OK. C'est que du TP, donc attention quand même sur vos gestions du risque. Il faut attendre 10 minutes, mais si ce chandelier clôture comme ça, moi je pense que c'est tradable. Voilà. Un premier trade spéculatif. J'attendrai quoi qu'il arrive avant de prendre un vrai renfort l'ouverture américaine. Parce que je pense qu'ils peuvent essayer avec leur cash de taper les 28,80, donc d'essayer d'aller déborder un peu. En gros, il est possible qu'ici on fasse juste mumuse sur les futurs, mais que le cash veuille coter ces zones de prix. Voilà. Donc je préférais quand même attendre la partie de cotation cash des marchés américains. Après, donc des valeurs hein, comme Apple, Tesla, tout ça, bon, je vous montre juste à quoi ça ressemble, hein, comme ça va quand même vous inspirer normalement. Donc un truc comme ça, hein, c'est pas encore gagné, mais là, dès qu'on franchit les 192 au sud, c'est juste au revoir, merci, et on ne remontera jamais. Donc derrière, hein, je vous dis, là, c'est la phase où évidemment on veut pas, mais derrière, hein, c'est la phase de crack. Donc après l'effondrement spéculatif, on parvient plus à remonter, c'est là où on se rend compte que tendance baissière, d'accord ? Je vous rappelle encore une fois que c'est comme ça que se passe un crack. D'accord ? Ça, c'est la phase, c'est la chose qui ne devait pas arriver, ça n'est pas possible, ça n'est pas normal, ça sort de l'aspect statistique, tout comme évidemment cette zone était évidemment aussi débile dans l'extrême opposé. Rien ne justifiait ici le prix de la valeur Apple. Donc, entre guillemets, ici, c'est le joujou à spéculateur, et derrière, on se rend compte qu'on n'arrive plus à monter, c'est là où on se rend compte de l'excès, et c'est quand on baisse là que du coup, creux et sommet descendant égale tendance baissière, égale oh putain, on vient de passer d'une tendance haussière à une tendance baissière, sans range. Le range ici, il a duré vachement longtemps, hein. Voilà. C'est de dire déjà ce dead cat bounce est extrêmement long comparé à une structure habituelle de marché. Bref, là, il n'y a plus de gap, il n'y a plus de raison de remonter. Je vous dis, normalement, ici, on descend, pas avec des gaps comme ça, hein. Normalement, ici, on descend, et ça fait que voilà, c'est la descente en zigzag normalement, le crack. Okay, c'est-à-dire que c'est une phase où ça hésite, mais ça ne va que en direction du sud. Le momentum est strictement vendeur, mais il y a des rebonds. Voilà, il y a des sauvetages qui vont essayer de se mettre en place. Donc normalement, pour moi, ces valeurs, elles ont signé la fin. Hein, voilà. Tesla, même chose. Hein, ça, je pense qu'on arrive sur le canal de tendance. Bon, pour moi, la gestion du risque, elle est déjà faite. Hein, c'est de mettre à BE et puis c'est tout. Et je pense qu'ici, on continue sans grande peine à venir chercher. Donc, comme vous voyez, le contexte, les zones visées. Comme par hasard, elles sont sous le contexte, donc je pense que Tesla, sans problème, hein, 160, 150. Après, si vous voulez acheter du Tesla, encore une fois, pour moi, c'est OK. À ce prix-là, cette valeur, elle se paye. Voilà. Je pense que ça risque de glisser un peu en dessous, mais franchement, pour moi, Tesla, hein, vers les 150 dollars, voire un petit peu en dessous si c'est vraiment rouge à Wall Street, pourquoi pas, mais Tesla est typiquement le genre de valeur que je veux en portefeuille après. Hein. Donc post-crise des États-Unis, une fois qu'ils auront purgé et fait des soldes, Tesla, clairement, c'est une valeur que je vais mettre en portefeuille. Hein. Alors je vais expliquer vite fait pourquoi. Mais très simplement, la voiture autonome et les algos qui ont été produits par la boîte Tesla
Alors, sont peut-être des bribes de, voilà, hein, et compagnie, mais je pense clairement que ce sont aujourd'hui ceux qui sont le plus en avance sur la question. Tout simplement parce qu'ils ont commencé avant, parce qu'ils ont aujourd'hui une flotte de véhicules qui leur permet de récupérer de la data, etc. Alors il y a des concurrents qui vont se mettre dedans, aucun doute là-dessus, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit les rêves de Tesla, number one, forever, il faut arrêter. Évidemment, à partir du moment où vous faites des profits, vous générez des marges, qu'est-ce qui se passe? Ah ben la concurrence arrive, c'est juste normal. Donc les mecs qui étaient là à targeter des productions sur une autre planète et de dire on prend la phase de croissance passée et on la réplique dans le futur. Non, encore une fois, oui, quand on est dans un contexte. Mais quand on a exploité toute la tendance et que la concurrence arrive, il ne faut pas continuer à prendre des multiples et à dire alors là, sur les 2 dernières années, voilà la hausse de la production, donc dans 2 ans, on en est là. Attends, wow, mon gars, détends-toi. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, hein, c'est toujours le jeu analytique un peu mal fait qui consiste à projeter le futur avec le passé sans le contextualiser. Bref, donc contextualiser, moi je pense que Tesla, ça reste une bonne boîte. J'ai encore une fois ceux qui me disaient Phil, il est contre Tesla. Non, non, je pense qu'il y a des bonnes choses chez Tesla, clairement. Je pense que c'est une valeur que j'aurai en portefeuille. Il fallait juste qu'elle soit à des prix attractifs. Moi, à 400 $, je pense sincèrement qu'il fallait pas le prendre. Et j'aime autant vous dire que ceux qui se sont amusés à acheter les conneries de Musk là-haut, s'ils ont toujours leurs achats, ils doivent légèrement pisser le sang, puisque là, ils sont à peu près à moins 50%, et qu'on va continuer de baisser. Juste pour voir, on en est où là? Voilà. Donc on n'était qu'à moins 50, je pense sans problème, hein, moins 60, 65, ça se fait sur ces trucs-là. Ça peut, alors moins 70, 80, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, moins 70, moins 80, c'est des cracks. Et je ne pense pas qu'il y ait une bulle sur. Vous voyez, pour moi, ça c'est pas un schéma de bulle du tout. C'est vraiment un schéma de marché correctif baissier. Voilà. C'est de dire, pour moi, c'est là où on est allé un peu too much, c'est là où on a tenté de continuer le momentum acheteur, sauf que raté, hein, on avait déjà fait le cycle acheteur dans son intégralité, ces 5 vagues de hausse. Donc malheureusement ici, malgré les espoirs de notre ami Elon Musk, ici il faut consolider, on consolide, et par moi derrière ça se rachète. Voilà. Pour moi Tesla c'est un peu un truc comme ça. Est-ce qu'on fera une vague 3 étendue? Je pense que oui. Hein, voilà. Je pense que ça vaudra plus. Alors évidemment à condition qu'on reste dans un système monétaire en dollars avec une inflation et blablabla. Hein. Mais je pense qu'ici on est sur des zones qui restent assez intéressantes à acheter. On est tout simplement sur des contextes mensuels dans ces zones-là et je pense que les contextes mensuels ici sont à acheter. Voilà. Pas maintenant, mais je pense que ça s'achètera après. Il manque une petite phase de purge là pour terminer la deuxième vague de baisse. Et après, terminé pour Tesla, je n'aurai plus de vision baissière, mais peut-être même des premiers petits achats, doucement, hein, très doucement évidemment. Il y a d'autres valeurs que je rachèterai dans le panier ici. Pas Boeing, celle-là je pense que malheureusement l'aéronautique c'est pas franchement le secteur bandant de la prochaine du prochain cycle éco, mais plutôt ici un type General Electric, c'est avoir une valeur qui pour moi finira à 80 à terme, voire même plus bas. Hein. Mais je pense que ça reviendra à 70. Après, moi, je ne jouerai pas la phase de baisse dans son intégralité, ça prendra des années. Hein. Mais je pense qu'une fois arrivé ici, je laisse tomber Boeing. Mais par contre, c'est pas une valeur à mettre en portefeuille, ça. Voilà. Des valeurs comme Nvidia, par contre, ça, oui. Alors, elle se prend la patate du siècle. C'est normal. C'est normal, hein, voilà. C'est juste que, bon, Nvidia, voilà à quoi ça ressemble. C'est juste waouh. Donc on fait un peu un truc comme ça sur Nvidia, hein, mais pareil, c'est des valeurs qui, ça, je sais pas combien ça vaudra un jour, mais ça vaudra bien plus que ce que ça vaut maintenant. Tout simplement parce que voilà, il n'y a qu'à regarder les facteurs multiplicateurs de ces valeurs-là. Je pense qu'il y a une bonne digestion à faire là-dedans, mais bon, voilà, je pense également que ça fait partie des secteurs dans lesquels il faut quand même mettre du pognon. Tout ce qui va être lié aux jeux vidéo et aux trucs comme ça, voilà. Nvidia, de toute façon, parlez à un gamer, il vous dira quoi qu'il arrive, même les concurrents, AMD, tout ce que vous voulez, voilà. Il faudra acheter un peu de tout le monde, il ne faudra pas tout miser sur Nvidia, mais je pense Nvidia, AMD, enfin il faudra avoir des fabricants de microproc et de cartes vidéo, clairement je pense, dans un futur proche. Alors il pourra se passer pas mal de choses d'ici là, et j'achèterai clairement pas à ce prix-là, mais Nvidia fera partie des valeurs que je remettrai. Facebook, clairement, malheureusement, je suis navré, mais non, hein, pour moi Facebook, c'est pas une valeur d'avenir, j'ai pas l'impression qu'ils réussissent à survivre dans ce jeu-là. Google, ça, il y a des chances que oui, mais alors il va falloir attendre que ça chute bien Google. Moi, ça se paye à 500, voilà, 500, 700, 700 ou 500. Vers les Fibos, si on a de la chance que 50% de rabais sur cette valeur et ça se paye,
Voilà. En sachant que là, attends, il faut que je prenne la vraie Google. Non. J'ai pas plus d'historique que ça. Ça me paraît bizarre. Pourquoi j'ai pas avant le split? Bon, tant pis. Bref, donc Google, hein, de toute façon, je pense des replis quand même à venir, il n'y a aucun doute là-dedans. On est bien sur une structure un petit peu trop étirée, on est sur de l'excès, l'excès égale correction, mais dès que ça revient sur des valeurs, dès qu'on tape les moyennes en fait, sur ce type de valeur-là, je pense qu'il faut racheter sans grande peine. Bref, voilà, on verra tout ça encore une fois à la fin de la semaine. Donc pour l'instant, moi, la thématique reste à savoir jusqu'où on peut rebondir sur les différentes choses, à savoir donc dollar et indice américain. Une fois qu'on a retrouvé suffisamment sur les rebonds, je pense qu'on envoie les phases baissières et puis derrière, on règle les comptes avec tout le monde. Je pense encore une fois que l'excès des semaines passées sur le dollar va se faire corriger. C'est-à-dire que ici, je pense que malheureusement, hein, on risque une fin de mois bien punchy et que ça risque l'avalement baissier. Alors, pas certain qu'on le fasse non plus. Hein, je parle bien donc sur DXY en mensuel, vous voyez bien que c'est pas encore... voilà. Même pire, on pourrait dire, le signal est haussier. Voilà. Moi, j'ai clairement des doutes. Hein. J'ai plutôt envie de dire, voilà, ça au contraire, c'est l'excès, c'est la dernière tentative de sauvetage de machin qui risque d'échouer. Et c'est quand elle échouera que justement, en mensuel, on va installer des mouvements plutôt inquiétants. Donc évidemment que cette clôture mensuelle du mois d'août, elle m'importe. Évidemment que j'aimerais qu'elle se fasse en bas et qu'elle se fasse sous forme d'un harami baissier, c'est-à-dire qu'en gros, on vient ici et on clôture là. On clôture en dessous des 61%, des 61, pardon. Alors moi, le harami, la technique demande normalement 61% de retracement. Moi, en général, je fais au moins 66, c'est-à-dire les 2/3 du chandelier. Donc voilà, vous dites le chandelier mensuel, il est là. Ok, et normalement, il faut en clôturer en dessous des 38,2. Donc normalement, il faudrait clôturer sous 97 pour faire un harami. Moi, je préférerais qu'on clôture sous les 97,50. Et là, on serait bien. Voilà. Sous 97,50, ça montre bien que ils ont tenté le coup, mais non. Et là, ça deviendra assez intéressant. Voilà. Moi, je pense encore une fois que c'est toujours par là que ça va chercher, puis normalement les contextes, et derrière, on pourra gérer les risques, et ainsi de suite. Voilà. Un euro-dollar, GBP, USD, USD-Yen, il y a encore de la marge, je pense beaucoup, beaucoup de marge, mais on n'est pas encore en phase de tendance. Rappelez-vous. Alors, sur USD-Yen, oui, ça, il n'y a aucun doute, mais sur euro-dollar et GBP-USD, voilà, attention, on n'est clairement pas encore sur des tendances haussières, mais plutôt sur des hésitations et des phases de polarisation. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Alors sur l'obligataire, évidemment, impossible de dire ce qui peut se passer ici. Hein. On a toujours une courbe de taux en complète sucette. Voilà, donc là, la courbe de taux continue de s'aggraver aux États-Unis. D'accord, ça c'est la différence entre le taux à 3 mois et le taux à 10 ans. Hein, donc toujours pareil, plus ça c'est bear, plus on attend, plus ça c'est en dessous de zéro, plus on attend évidemment des soutiens monétaires hein, sur les taux, des baisses de taux à court terme. Et évidemment, c'est jamais très très bon pour le marché. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous avais dit, et ça c'est important que vous compreniez ça, c'est quand cette courbe va repasser positive, que normalement c'est la dégringolade sur les marchés financiers. Donc pour l'instant, c'est pas non plus, voilà, ça veut dire on attend un soutien de la Fed, un soutien de la Fed, mais on n'a pas encore capitulé. La phase de capitulation, la chute en ligne droite des actions. Alors la chute en ligne droite se fait quand on a des creux et sommets descendants. C'est-à-dire que déjà là, il faut commencer à attaquer un peu les supports. La différence, comme je l'ai dit, c'est que comme on a fait les glands à Wall Street, on n'aura pas de creux et sommets descendants, puisque on a joué le coup du porte-voix. C'est-à-dire qu'on a déjà les creux descendants, mais on a des sommets ascendants. C'est la seule particularité de ce renversement de marché. Mais je pense qu'on est quand même dans la phase. Donc la phase verticale ici, celle qui devrait normalement nous amener sous ces supports-là. D'accord ? Pour moi, ça fait ça ici, d'accord ? Une zone de gestion du risque, et c'est là où les taux repassent, la courbe de taux repasse positive, et là où on s'effondre en verticale. En gros, la cassure des 2005 pour aller sous les 2000, pour moi, ça ne peut se faire ici qu'avec le repassage positif de la courbe de taux. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est fin d'année. Je ne pense pas que ça se fera tout de suite, là, dans les semaines à venir. Sauf si on a des interruptions de cotation. Voilà. Le seul problème, c'est la liquidité. Si on a des problèmes systémiques, enfin des problèmes de liquidité, d'accès à la liquidité, ça va tout de suite partir en sucette. Voilà.
Et il est possible que ce soit une des armes que veut utiliser la Chine. Donc c'est pour ça. Voilà. Moi, la Chine qui muscle le jeu, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que s'ils veulent vraiment faire capoter les US, en fait, il faut concentrer les forces aux États-Unis et causer des paniques boursières. Pour causer des paniques, il faut tout simplement jouer leur propre jeu. C'est-à-dire tout simplement le jeu de la volatilité. Et voilà. Donc on verra tout ça. Moi, quoi qu'il en soit, je reste vendeur, vendeur, vendeur. J'ai renforcé la semaine dernière. Je renforcerai de nouveau tous les pullbacks que je pourrais avoir cette semaine. Bien évidemment, toujours dans des cadres de gestion du risque. On ne shorte pas parce qu'on veut shorter. On shorte intelligemment quand on a des signaux. Vous voyez que le signal 15 minutes de tout à l'heure n'a donc pas tenu. Donc toujours patience. On laisse le marché grignoter. Et quand il nous produit le signal, quand on a la gestion du risque, on y va dans le contexte dans lequel ça s'est produit. C'est-à-dire que le renfort en 15 minutes se gère en 15 minutes. C'est pas de dire chouette, j'ai pris un trade en 15 minutes, maintenant je peux être tranquille et j'attends la validation hebdomadaire. Non. Voilà, n'oubliez pas que les renforts, ils peuvent se rajouter au package hebdomadaire, mais par contre, n'oubliez pas de faire leur gestion indépendamment. Voilà, bonne semaine à tous et on se retrouve demain pour faire de l'intraday.